Voilà, normalement, vous avez une option qui demande à autoriser. Il y a même Jérôme Salier. On a tout le SS là. Clac. Voilà. Donc, on a tout le monde qui arrive. Je viens de lancer donc l'enregistrement. Normalement, voilà, on vous a demandé si vous étiez d'accord, mais sachant qu'on ne vous laisse évidemment pas le choix. Parce que l'idée, donc, il y aura comme ça, ce sera mis en ligne sur YouTube après. Voilà. Et on voit Aurélie, c'est parfait. Oui, ça y est, j'ai réussi à régler. Ah oui. C'est un miracle. Super. Ok, super. Merci beaucoup. Donc, je vais te laisser peut-être la main, Aurélie, peut-être dès à présent, pour prendre, voilà, comme tu fais l'échange préalable, pour présenter tout ça. Et puis ensuite, il y aura un échange évidemment avec les uns et les autres. Mais l'idée, c'est en deux temps, hein. Donc, un premier échange entre Aurélie et Aude qui a coordonné le dossier d'Alter Eco sur l'inflation. Et ensuite, donc, du coup, ils ont structuré quelques questions. Et ensuite, un échange libre avec les uns et les autres. Voilà, c'est l'occasion de parler avec Aude et de réagir aussi au dossier si vous l'avez bien lu. Voilà. Et même si vous ne l'avez pas lu, parce qu'elles auront raconté des trucs avant, donc vous pourrez réagir. Merci beaucoup en tout cas de votre participation. On est encore rejoint par d'autres. Je te laisse la main, Aurélie, du coup, c'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Parfait. Merci à toutes et tous d'être là. Comme le disait Timothée, donc, on est réunis aujourd'hui pour une conférence sur inflation, pourquoi ça va durer. Donc, sujet ô combien d'actualité et dont probablement, au même titre que d'autres ici présents, je me rends compte à quel point c'est un sujet d'actualité quand je vois combien j'ai froid dans mon bureau. Donc, on attaque sans plus de cérémonie autour de quelques questions. La première qu'on avait envie peut-être de reposer aussi avec Aude, parce que parfois c'est des concepts qu'on maîtrise partiellement. Moi, j'avais envie de revoir quand même avec Aude la question de la définition de l'inflation. C'est-à-dire que quand on est sur un produit donné, on dit que c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Quand c'est généralisé, finalement, est-ce que ça des mêmes mécanismes? Oui, eh bien bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup d'être là. Effectivement, du coup, Aurélie, c'est intéressant de commencer par là, il me semble. En fait, des ajustements de prix, il y en a à peu près tout le temps dans une économie, donc sur des produits ou des secteurs spécifiques, parce que les prix sont amenés à évoluer en fonction de l'offre ou de la demande. Donc, quand on dit offre ou demande, plus concrètement, c'est en fonction de la consommation et de la production. Donc, par exemple, si vous avez la production d'un produit qui subitement s'effondre, que ce produit devient plus rare, mécaniquement, son prix va augmenter et inversement. Et sur la consommation, le raisonnement est le même. Si un produit est très demandé, son prix va être poussé à la hausse. Si la demande qui lui est adressée, le prix va diminuer. Donc, on a tout un tas de produits dont le prix est assez volatile. Donc, ces mouvements, on en constate souvent. Si je prends quelques exemples, les produits les plus volatiles, on a par exemple les produits frais. Et donc là, par exemple, vous avez des épisodes quasiment chaque année. Je prends un exemple qui date de l'année dernière. Il y a eu un épisode de gel printanier dans la Drôme assez fort qui a considérablement réduit les récoltes d'abricots et de cerises, par exemple. Ben, les prix des abricots et des cerises ont augmenté l'été en question. Sur les prix de l'énergie, par exemple, on voit très bien, même si que depuis toujours, finalement, et là je sors du contexte de la guerre en Ukraine, etc., qui est très particulier, dès qu'il y a une décision de l'OPEP, donc des pays producteurs, qui varie les quantités produites, donc qui réduisent ou qui augmentent, on a des variations très fortes du prix du baril. Et on ne parle pas pour autant d'inflation. C'est des sujets d'interrogation, des sujets de préoccupation, mais on ne parle pas d'inflation. Pour parler d'inflation, il faut qu'on ait une hausse des prix qui soit généralisée à l'ensemble de l'économie, donc qui touche vraiment tous les secteurs, comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une inflation qui était de 2%, qui a franchi ce seuil de 2% à l'automne 2021. Ensuite, on est passé à 3, 4, 5 et 6%. Aujourd'hui, on est à 5,9% si on regarde les chiffres du mois d'août. Et cette inflation, elle ne concerne pas seulement l'énergie. Effectivement, l'énergie, c'est un point très important. C'est le principal facteur qui alimente la hausse des prix, mais les prix augmentent également dans l'industrie, dans l'alimentation, dans les services, etc. On reviendra après là-dessus pour voir quels secteurs sont les plus touchés, mais en bref, on a une hausse qui est généralisée. Et quand une hausse est généralisée, pourquoi c'est plus grave?
parce que finalement, c'est révélateur de dysfonctionnements plus profonds au sein d'une économie. Les économistes ont l'habitude de séparer deux types d'inflation. On peut avoir une inflation qui est liée à des facteurs de demande, donc c'est-à-dire quand il y a ça va être par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis avant la crise financière. Il y avait beaucoup de demandes, notamment parce que du coup les ménages bénéficiaient de crédits à faible coût, donc ça alimente la consommation, ça permet, voilà, le fait que les crédits soient à faible coût, ça permet de consommer plus ailleurs. Voilà, il y avait un effet d'emballement, ça crée de l'inflation. Qui a été cassée après quand la Banque centrale américaine a remonté ses taux, qui a donné la crise, etc. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, retenez que juste avant la crise financière, il y avait un épisode d'inflation qui était lié à la demande, ce qui est très différent de ce qu'on a aujourd'hui, où c'est plutôt l'offre qui est pénalisée, c'est-à-dire l'appareil productif. On a, en raison de la pandémie, de la guerre, tout un tas de problèmes d'approvisionnement qui ont été dévoilés depuis 1 an ou 2, de pénurie, etc. Et donc, si je reprends les chiffres qui ont été publiés dans le dernier point de conjoncture de l'INSEE, donc début septembre, l'INSEE rapporte que plus de la moitié aujourd'hui des entreprises industrielles rapportent des difficultés d'offres, c'est-à-dire des difficultés liées à leur approvisionnement. C'était seulement 15% à l'automne 2020. Et donc, ça a très fortement augmenté. Et donc là, vraiment, ici, voilà, ce que révèle l'inflation aujourd'hui, c'est les difficultés d'offres pour les entreprises. Alors, si l'inflation dure, ça peut se traduire aussi à la fin par des problèmes liés à la demande, par une perte de pouvoir d'achat, etc. Mais disons que ce n'est pas le déclencheur premier, là, ici. Et donc, finalement, Aurélie, pour répondre à la question, pour dire qu'on est dans une période d'inflation, il faut que la hausse des prix soit généralisée. Et il faut, deuxième élément, que la hausse des prix soit durable. Donc ça, c'est quelque chose... au début, on pensait, quand l'inflation est apparue l'année dernière, on pensait que l'inflation était temporaire. Il y avait beaucoup cette rhétorique de la part des gouvernements, des instituts économiques, de la Banque centrale, etc. On entendait cette rhétorique qui disait, bon, pas forcément besoin de s'affoler tout de suite, l'inflation est temporaire. Cette rhétorique, on ne l'entend plus beaucoup maintenant, c'est plus ou moins acté qu'on a une inflation durable, on reviendra dessus juste après, et donc ça permet de dire voilà, qu'on est dans une situation d'inflation parce que la hausse des prix généralisée, la hausse des prix est durable. Merci Aude pour cette première réponse. Je me permets juste un petit point avec l'ensemble des participants. Si c'est possible pour vous de couper vos micros, en tout cas pendant le premier temps de l'échange. Je les coupe au fur et à mesure. D'autorité. Il y a un pouvoir de censure. Bon. En plus, je me demande, est-ce que les gens ont envie déjà de poser des questions? Donc, en plus... Ça, ils peuvent. Ça, après, voilà, ça c'est autre chose. Voilà. Et par ailleurs, si vous avez envie de poser des questions, vous pouvez dès maintenant les mettre dans le chat et puis on les reprendra sur la deuxième partie de ce temps d'échange. Aude, une deuxième question tout de suite, c'est sur les causes finalement de cette inflation. C'est-à-dire, on entend parler de la guerre, on entend parler des sanctions liées à la guerre qui renforceraient encore les difficultés. On a entendu parler en amont du Covid, des phénomènes climatiques. Est-ce qu'il y a une sorte de pondération finalement de toutes ces causes possibles? Est-ce qu'elles sont cumulatives? Et voilà, que peut-on en dire finalement derrière l'incidence en termes de durabilité en fait, de l'inflation comme tu l'évoquais à l'instant? Oui, alors effectivement, comme je disais, sur la question de la durée, on a cru pendant quelques mois que l'inflation était temporaire au départ parce qu'on se disait que c'était simplement le symptôme d'une désorganisation après les confinements successifs, après la pandémie. En fait, comme un certain nombre d'usines avaient fermé, certains pays avaient mis en place des confinements, mais à des moments différents. Donc, il y avait des problèmes notamment d'approvisionnement via les conteneurs. Les routes maritimes étaient complètement désorganisées. Donc, on pensait que c'était cette désorganisation qui faisait augmenter les prix. Parce que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que pendant la pandémie, contrairement à d'autres crises, le revenu des ménages il a été relativement maintenu par les mesures type chômage partiel, etc. Donc la demande ne s'était pas tant effondrée.
Mais comme la production, elle, mettait un peu plus de temps que prévu à redémarrer, on se disait, bon, bah voilà, c'est l'espace de quelques semaines, quelques mois, et ensuite, une fois que tout sera rentré dans l'ordre, l'inflation disparaîtra. Alors, ça n'a pas été le cas, parce que, en fait, suite à la pandémie, finalement, il y a la guerre en Ukraine qui est rapidement intervenue, avec des effets, là, pour le coup, assez visibles sur les prix de l'énergie. Ça, je pense que je n'ai pas forcément besoin de m'attarder beaucoup là-dessus. C'est venu rajouter une tension sur une situation qui était déjà, disons, sur une situation où il y avait déjà des pressions inflationnistes. Donc, la guerre en Ukraine a eu des effets en soi sur les prix énergétiques. Les sanctions qu'on a imposées sont venues également rajouter un effet, parce que ce qu'il faut voir, c'est que quand on impose des restrictions sur l'exportation de tout un tas de produits russes, quand on prévoit un embargo sur le pétrole, tout ça, ça a un effet rebond finalement sur les pays importateurs, donc sur l'Union européenne, alors qui est difficile à chiffrer, hein, mais en tout cas, il y a une forme de prix à payer finalement pour imposer à la Russie des sanctions qui nous permettent de faire poser la voix de l'Union européenne dans ce conflit. Et c'est un argument qui a d'ailleurs été utilisé, qui est utilisé par différents partis politiques en France et aussi en Europe. Il y a plusieurs partis qui demandent la levée, ou en tout cas l'allègement des sanctions pour justement éviter d'avoir un effet trop fort sur le pouvoir d'achat des ménages européens et pour limiter l'inflation. Donc, en France, c'est le cas, par exemple, du Front National. Hein. Marine Le Pen a encore appelé il y a quelques jours à lever, ou en tout cas alléger, je ne sais plus exactement quels sont ces termes, mais les sanctions contre la Russie. Donc, ce à quoi elle s'est vue rétorquer, évidemment qu'il y avait peut-être d'autres considérations qui faisait qu'elle appelait à ça, en vue de sa proximité avec le régime russe. Mais en tout cas, voilà, il y a une sorte d'effet rebond aussi lié aux sanctions. Alors, pour éviter ça, il y a une solution qui commence à faire parler, je crois que c'était il y a maintenant quelques semaines, mais les pays du G7 ont appelé à plafonner le prix des hydrocarbures qu'on importe depuis la Russie. Donc, plafonner, c'est-à-dire décider unilatéralement que finalement, on n'achètera plus un baril de pétrole à plus de X, idem pour le gaz. Et le but étant finalement, alors ça fonctionne que, ce mécanisme-là, si un certain nombre de pays sont impliqués. Et ça fonctionne également que si le prix fixé dépasse le coût de production pour la Russie. Sinon, elle va tout simplement arrêter de nous fournir et du coup, l'effet n'est pas forcément celui qu'on attend. Mais il y a une volonté des pays du G7, et c'est une proposition qui a été reprise par la Commission, d'essayer de plafonner les prix des hydrocarbures qu'on importe, parce que finalement, c'est ça qui limite aussi la portée des sanctions aujourd'hui. En fait, ça limite le fait que le prix des hydrocarbures aujourd'hui soit très élevé, continue à faire rentrer de l'argent dans les caisses de la Russie et donc lui permet de financer son effort de guerre, ce que les sanctions essaient d'éviter justement. Parce que du coup, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que les quantités importées par l'Union européenne d'hydrocarbures russes ont diminué. Et ça, si ça vous intéresse d'aller voir plus en détail, il y a un think tank finlandais, le Center for Research on Energy and Clean Air, qui a mis en place un tableau de bord très précis où vous pouvez voir pour chaque mois combien chaque pays importe d'hydrocarbures depuis la Russie, à quel prix, etc. Et on voit que les quantités, en tout cas importées en Europe, ont diminué. Mais comme le prix reste très élevé, finalement, on donne plus d'argent qu'avant à la Russie. Donc, il y a un enjeu ici. Ce plafonnement, ça répond à un double enjeu. Faire que les sanctions soient plus efficaces et limiter l'inflation, limiter l'effet rebond des sanctions sur nous. Et donc, voilà, ce qu'il faut retenir, finalement, Aurélie, tu posais la question tout à l'heure. Il y a plus, disons, c'est quand même l'inflation sur les produits énergétiques qui pèse le plus lourd aujourd'hui dans l'augmentation des prix. Il y a d'autres choses qui se cumulent. Hein. Il y a aussi effectivement des phénomènes climatiques là, liés à la sécheresse, des phénomènes climatiques de plus long terme, même également, ça on aura l'occasion d'en reparler. Mais ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que finalement, quand les prix de l'énergie augmentent, dans un premier temps, si l'entreprise considère que c'est temporaire, elles ne vont pas forcément répercuter ça sur leur prix de vente. Or, aujourd'hui, ça commence à faire un petit temps que ça dure. Et donc là, c'est mis en place une vraie courroie de transmission
les entreprises maintenant répercutent la hausse des prix de l'énergie sur leur prix de vente. Et là, tous les secteurs ne sont pas concernés de la même manière. C'est dans le secteur, là je reprends aussi par exemple les derniers chiffres publiés par l'INSEE. Les prix agricoles à la production ont augmenté de 35% en 2 ans. Dans les branches industrielles, c'est de 20%, sachant que quand je dis branche industrielle, ça exclut les entreprises énergétiques qui sont dans une situation très particulière. Et dans les services, les coûts de production ont augmenté de 7%. Donc là, ça permet de voir que tous les secteurs ne sont pas affectés de la même manière. Les services, évidemment, sont moins intensifs en énergie, donc on subit une augmentation de leurs coûts moins importante. C'est plus les salaires là qui jouent. Et on verra probablement plus tard que au niveau des salaires, c'est moins dynamique. Donc voilà, ça explique cette différence. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent aujourd'hui l'augmentation des prix et qui permettent de dire que du coup, ça va durer. Ce n'est pas un facteur unique. Et j'ai vu justement, juste avant le webinaire, un document de travail du FMI qui était plutôt intéressant et qui va dans le sens d'une inflation assez durable. Le FMI dit que dans les 40 dernières années, dans les économies développées, quand l'inflation a passé le cap des 5% à un moment donné, il a fallu en moyenne 10 ans après pour revenir sous les 2%. Donc voilà, le dossier d'Alter Eco a été titré « Pourquoi ça va durer ?» Je pense qu'il n'était pas mauvais, ce titre. Alors, moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire pour poursuivre les échanges sur un c'est-à-dire là, tu évoquais à l'instant, en fait, les incidences sur le plan plutôt économique avec des secteurs d'activité qui sont touchés de manière assez variable, finalement, d'un secteur à l'autre. Ouais. Moi, je viens parce que le dossier titrer quelque chose qui évidemment nous intéresse particulièrement au niveau de l'assaut des lecteurs d'Alter Eco, c'est inflation des inégalités en fait. Est-ce que tu peux te parler des incidences, alors économiques certes, mais tu l'as déjà un peu fait, mais peut-être surtout des incidences sociales finalement. Et là aussi, est-ce que ça va durer? Est-ce que les mesures mises en place en fait sont de nature à compenser? Et puis moi, j'ai quand même une autre question aussi qui était abordée d'ailleurs, je crois, dans le même numéro d'Alter Eco de septembre, qui est de dire, est-ce que finalement, les incidences, notamment par rapport aux mesures qui sont prises, elles ne sont pas socialement, finalement, est-ce qu'on n'engage pas des incidences durables sur le plan social, dans la mesure où finalement les solutions de court terme pour faire face à cette crise, en fait, obère les solutions de long terme du type on va ponctionner la sécurité sociale pour financer en fait les mesures, quoi. Oui, effectivement, là, il y a, d'un point de vue social, il y a un véritable enjeu. Alors, pour reprendre dans l'ordre des différentes questions que tu poses, effectivement, l'inflation, elle ne touche pas tout le monde de la même manière. Alors, l'INSEE calcule un taux d'inflation qui est censé représenter l'évolution du prix d'un panier de consommation moyen. Comme toutes les moyennes, évidemment, ça masque des disparités assez fortes. Et il faut regarder dans le détail, sinon, finalement, on a tendance à croire que parce que l'inflation est égale à 6%, tous les ménages subissent une augmentation de leur budget de 6%. Et il faut bien se rendre compte que ce n'est pas le cas. En fait, l'inflation, elle touche davantage les plus précaires. Pourquoi? Parce que le poids de l'énergie et de l'alimentation, qui sont aujourd'hui les postes, les secteurs où les prix augmentent le plus, est plus élevé dans le budget des ménages les plus précaires que dans les ménages plus riches. Donc, il y a un véritable conflit de répartition qui se joue là, à ce niveau-là, entre les ménages. L'INSEE a bien documenté, je crois que c'était, alors c'est pas dans la dernière note de conjoncture, c'est dans l'avant-dernière qui a été publiée en juin ou en juillet, a fait toute une étude justement pour essayer de montrer finalement quel taux d'inflation est subi par différentes catégories de ménages. Et là, je reprends les chiffres sous les yeux. Elle a fait le travail du coup pour les chiffres d'avril. Je pense que ça sera peut-être actualisé après, mais en tout cas, c'est les derniers qu'on a. L'inflation moyenne était de 4,9% en avril. À la même date, celle subie par les ménages vivant en milieu rural, donc potentiellement plus dépendants de la voiture, était de 5,9%. L'inflation subie par les cadres était de 4,5%. Et si on regarde par métier,
l'inflation subie par les agriculteurs, c'était plutôt 6%. Donc, on a des écarts assez importants. Il y a des écarts qui existent en fonction de l'âge, en fonction du type de logement. Enfin, voilà. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. C'est le cas en France, mais c'est le cas finalement partout en Europe. L'OFCE a fait un travail là-dessus et montre que finalement, dans tous les pays d'Europe, sans exception, les 10% les plus riches subissent une inflation qui est bien moindre que celle subie par les 10% les plus pauvres. Et si on ajoute à ça le fait que finalement, ce sont les plus riches qui ont mis plus de côté pendant la pandémie, ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu. Les plus riches ont mis beaucoup d'épargne de côté pendant la pandémie et subissent aujourd'hui une inflation plus faible. Donc voilà, là, c'est assez important d'avoir ça en tête parce qu'une fois qu'on a ça en tête, ça détermine finalement les mesures qu'on met en place après. Et finalement, on se rend compte que peut-être il faudrait des mesures plus ciblées. Je reviendrai là-dessus après, ce que ne font pas pour l'instant les mesures d'urgence mises en place par le gouvernement. Il y a un enjeu social également au niveau des salaires. Donc là, je parlais du conflit de répartition entre ménages. Il y a un conflit de répartition aussi entre salariés et entreprises parce que les salaires sont grignotés par l'inflation. Le SMIC, lui, il est indexé, donc il suit l'inflation. Il a été revalorisé en mai, en août, pour suivre l'inflation. Mais les autres salaires ne sont plus indexés depuis le début des années 80. Donc ça date d'une situation. Donc, on a un problème de connexion pour Aude. Et aussi, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution des salaires cette année. Qu'est-ce que ça a donné ? La Banque de France a montré que les négociations dans les branches, elles se sont soldées par des augmentations plus importantes que les autres années, entre 2,5 et 3,5% de hausse, alors que c'était plutôt 1% en 2021, par exemple. Donc, il y a une augmentation plus importante que l'année dernière des salaires. Pour autant, ce n'est pas suffisant, parce que si l'inflation est de 6%, les salaires ont beau augmenter de 3,5%, finalement, ils courent toujours derrière l'inflation, et donc le pouvoir d'achat s'érode. Alors certes, il s'érode moins que s'il n'y avait pas eu de revalorisation dans les branches, mais voilà, il faut revaloriser, il faut relativiser quand on entend parler d'une boucle prix-salaire. C'est quelque chose qui est avancé pour justifier de ne pas trop augmenter les salaires pour que ça n'augmente pas les prix ensuite, etc. La hausse des salaires, elle reste relativement contenue. Et si on regarde dans le secteur privé, puis dans son ensemble, ça, il y a des chiffres qui ont été publiés par la DARES cette semaine. Le salaire brut, en moyenne dans le secteur privé, a augmenté de 3,1% sur un an. Ça reste toujours moins que l'inflation. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus. Et du coup, une fois qu'on a dit ça, tu demandais, Aurélie, est-ce que les mesures qui ont été mises en place sont de nature finalement à corriger ces inégalités créées par l'inflation? Eh bien, pas tant que ça, parce que donc, si on regarde les principales mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, donc il y a eu 53 milliards d'euros qui ont été dépensés entre septembre 2021 et septembre 2022 pour faire face à l'inflation. La grande partie de ces 53 milliards, c'est le bouclier tarifaire avec 45 milliards. Il y a un bouclier tarifaire qui permet de réguler les prix de l'électricité et du gaz. Il y a la remise à la pompe sur le carburant qui a coûté, en gros, sur l'année écoulée, 4 milliards. Ça, c'est sans compter l'augmentation à 30 centimes qui est entrée en vigueur récemment. Et ces deux gros paquets de mesures, donc le bouclier tarifaire et la remise à la pompe, c'est pas ciblé. C'est des mesures qui bénéficient à tout le monde. Et donc, finalement, en fait, il y a une question qui se pose, c'est si on ciblait, alors certes, c'est plus difficile dans un premier temps, et peut-être que dans un premier temps, il fallait quelque chose de massif qui puisse être rapide, mais là, on peut se permettre maintenant d'aller plus finement, maintenant qu'on a du recul sur la situation, on n'est plus pris au dépourvu. Et donc, maintenant qu'on a ce temps pour réfléchir, se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas mettre en place plutôt des choses plus ciblées pour avoir, du coup, soit à facture égale, un soutien plus important pour les plus pauvres, soit finalement un soutien équivalent pour les plus pauvres, mais qui coûte in fine moins cher et qui permettent de mettre en place d'autres mesures.
Donc ça, le bouclier tarifaire, c'est pas ciblé. La remise à la pompe, c'est pas ciblé. La remise à la pompe, il y a d'autres critiques également. C'est que, voilà, dans un contexte où il faut accélérer nos efforts de lutte contre le réchauffement climatique, la remise à la pompe, ça subventionne les énergies fossiles, ça baisse le prix des fossiles, alors que le consensus scientifique dit plutôt qu'il faudrait augmenter le prix des énergies fossiles pour modifier les usages. Là, on n'encourage pas du tout, par exemple, à des reports sur le train, comme ça a été fait en Allemagne, qui a mis en place un dispositif, un pass à 9 euros pour prendre le train de manière illimitée. Voilà, et nous, là, les mesures qu'on a prises, disons que quand on regarde les enjeux de long terme, que sont la transition écologique et la réduction des inégalités, il y a une forme de paradoxe, en fait. Ce qu'on fait là, à court terme, finalement, ça nuit à nos objectifs de long terme. Et je finirai avec un exemple qui est assez parlant. Là, je parlais des questions climatiques. Il faut aussi voir que sur les enjeux sociaux, il y a un vrai problème avec ce qu'on est en train de faire. Si on regarde la loi d'urgence pour le pouvoir d'achat qui a été adoptée au cours de l'été, en août, fin août, je crois, de mémoire, le gouvernement dit que la lutte contre l'inflation, elle passera finalement par par le travail, par une revalorisation du travail, etc. Mais ça ne passe pas par les salaires. Et si ça ne passe pas par les salaires, ça passe par quoi? En l'occurrence, là, dans ce qui est prévu par le gouvernement, ça passe par un déploiement plus massif des dispositifs d'intéressement. Donc, c'est de la rémunération, mais qui est hypothétique. Et ça passe surtout par des primes, une augmentation des primes. Donc, la prime Macron a été triplée. Elle est rendue possible également maintenant pour le seuil de salaire a été modifié. Et en fait, donc du coup, on incite finalement on permet au travail d'être plus rémunérateur par les primes et pas par les salaires. La conséquence, c'est que si ça passe par les primes, on a moins de cotisations, moins d'impôts, c'est moins taxé, il y a moins de cotisations dessus sur les primes. Et in fine, qu'est-ce que ça fait? Ça vide les caisses de la sécurité sociale. Et donc, effectivement, Aurélie, tu parlais d'un article qui est paru dans Alter Eco à ce sujet. Le gouvernement dit qu'il y a une forme de quoi qu'il en coûte. On est prêt dans les dépenses à faire vraiment tout ce qu'il faut faire pour, dans un premier temps, c'était préserver les entreprises, le pouvoir d'achat des ménages, etc. pendant la pandémie. Maintenant, c'est face à l'inflation. On assume un quoi qu'il en coûte, mais en parallèle, il y a un quoi qu'il en perde sur les recettes publiques, et en l'occurrence, là, les recettes de la sécurité sociale. Et donc, un salarié, évidemment, aujourd'hui, c'est toujours mieux d'avoir une prime que rien. Quand on a du mal à boucler ses fins de mois, etc., c'est toujours mieux d'avoir une prime. Mais il faut voir que du coup, ce prélèvement sur les recettes de la Sécu, c'est un retour de bâton à long terme. Donc là, on a une vraie difficulté, et sur le plan climatique et sur le plan social, à mettre en place des mesures de court terme qui aillent dans le sens de nos objectifs de long terme. Et, mais finalement, Aude, pardon, mais en fait, on a un peu l'impression finalement qu'il y a une certaine incurie des pouvoirs publics sur leur... aussi, c'est la temporalité politique qui fait ça, mais de prendre en main finalement les enjeux de long terme. C'est-à-dire, si on repose la question autrement, on a l'impression qu'on paye aujourd'hui en fait le fait qu'il y a eu une insuffisance en matière d'investissement social, écologique, etc. Se pose évidemment la question de la dépendance économique. Et en fait, on a l'impression finalement que la gestion de l'immédiateté continue à repousser finalement au calendrier grec en fait les enjeux de long terme et le besoin de les saisir en fait à pleine main et de prendre les décisions qui s'imposent. C'est-à-dire on a quand même une situation aujourd'hui qui repose assez cruellement. La question des transitions nécessaires, de leur financement, des modèles de développement vers lesquels on veut aller et derrière vers les modèles de société vers lesquels on veut aller. Et je groupe pour ensuite laisser la parole peut-être aux auditeurs, parce que je vois qu'il y a déjà des questions, des remarques qui s'affichent sur le chat, mais la situation actuelle, elle pose aussi la question des échanges mondialisés, en fait, aujourd'hui, de manière assez cruelle, finalement, à travers la dépendance énergétique, mais pas que. Donc, est-ce qu'on peut échapper à une double peine un peu sur le plan financier qui serait de dire on est d'accord, il faut gérer l'immédiateté de l'urgence et
Et en même temps, il faut bien financer les transitions de long terme, en fait. Et comment on s'inscrit demain dans des échanges mondialisés rénovés et qui ne nous prennent pas en otage, en fait, ni sur le plan économique, ni sur le plan social. Alors, effectivement, il y a plusieurs questions en une. Je vais essayer de reprendre dans l'ordre, mais il y a d'autres. Effectivement, on paye aujourd'hui le prix d'une dépendance aux énergies fossiles dont on n'est pas sorti assez rapidement. Donc, finalement, si on veut éviter, comme tu dis, ensuite une double peine, il y a des options, hein. Il y a des options, mais ça veut dire finalement que dans la lutte contre l'inflation aujourd'hui, il ne faut pas se contenter de mesures de soutien à court terme, il faut aussi déjà commencer à mettre en place des solutions de long terme qui viendront, si on ne le fait pas, on s'expose à une nouvelle inflation dans quelques années. Je prends un exemple, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Développer les renouvelables, c'est finalement ça permet de lutter contre l'inflation, puisque les renouvelables sont moins chers. Alors effectivement, ça n'a pas un impact tout de suite, mais si on ne le lance pas maintenant, finalement, dans 10 ans, 20 ans, on va se retrouver dans la même situation, parce que le pétrole, les ressources se raréfiant, etc., le prix du pétrole risque de rester relativement élevé. Et donc, comment on fait pour éviter cette double peine? Il faut développer les renouvelables. On a également un sujet sur les métaux rares, ça c'est quelque chose dont je parle dans le dossier. Aujourd'hui, on est dépendant des énergies fossiles. Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut qu'on électrifie un certain nombre de nos usages. Ça nécessite des métaux rares et ces métaux rares sont encore plus concentrés finalement que le pétrole. Donc, il y a un enjeu pour nous en Europe à essayer de voir dans quelle mesure on peut développer. On a des ressources en fait sur le sol européen, pas toutes, certaines. Mais comment on fait pour développer des filières pour ne pas être totalement dépendant de, par exemple, la Chine qui traite la quasi-totalité des métaux aujourd'hui sur la planète. Donc là, il y a vraiment des choses de long terme à mettre en place. Comment on fait aussi pour rénover les logements? Ça, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Là, ces quelques mois, enfin, on en entend parler depuis quelques années, mais disons là, il y a une forme de prise de conscience sur le fait que les rénovations qu'on faisait, c'est des rénovations sur les fenêtres, sur les chaudières, etc. Mais c'est jamais des rénovations vraiment complètes. Donc finalement, le gain qu'on a en termes d'efficacité énergétique est assez nul. Et du coup, ça ne nous permet pas de réduire véritablement nos usages. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire à long terme. Tu parlais de la mondialisation. Alors, on s'est rendu compte là, effectivement, que la mondialisation, ce n'était pas forcément simplement une source de prospérité et de paix, c'était aussi une source de dépendance et de fragilité. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça? Est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir à une forme d'autarcie économique? Pas forcément, parce que là, il faut voir quand même que le système économique mondialisé qu'on a mis en place depuis les années 50, puis plus fort à partir des années 80, il ne se défait pas du jour au lendemain. Ce qu'il faut simplement peut-être rééquilibrer, c'est essayer de mettre en place des chaînes d'approvisionnement qui ne prennent plus seulement en compte les coûts, mais également des critères géopolitiques. C'est ce que la guerre en Ukraine nous a fait voir assez fortement. Donc, je crois que c'est aux États-Unis, à la Fed qui, dans un discours d'un de ses représentants, parlait d'une mondialisation désormais qui doit se faire entre amis. Donc ça a un coût, parce qu'évidemment, si on ne l'a pas fait spontanément, c'est qu'il y avait des pays qui nous permettaient d'avoir des coûts plus faibles. On doit aussi, ce qu'on entend dire ce que les entreprises vont devoir faire, c'est diversifier les approvisionnements, parce qu'on a vu, et au moment de la pandémie, et au moment de la guerre en Ukraine, que certaines productions sont très, très concentrées, et donc que ça crée un risque important. Diversifier, ça a également un coût, sinon les entreprises spontanément l'auraient fait. Voilà, donc en fait, il y a, disons, la mondialisation nous a montré là qu'on était vulnérable. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir en arrière, ça veut dire qu'il faut une mondialisation plus équilibrée. Et entre-temps, comme ça risque d'avoir des coûts, comme tu disais, il y a un enjeu de mettre en place,
de gérer ensuite les conséquences sociales de tout ça. C'est-à-dire, là, je ne pense pas forcément à la mondialisation, mais quand je dis qu'il faut développer les renouvelables, etc., c'est très bien, sauf que là, à court terme, c'est les plus précaires qui vont payer le prix de notre dépendance aux fossiles. Donc, en attendant, il y a évidemment des choses à mettre en place. Si on met en place une taxe carbone, il faut qu'il y ait des mécanismes de redistribution, etc. Il y a une transition à opérer. Et à court terme, elle aura des coûts. Donc, il faut mettre en place il faut une écologie qui soit sociale. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai peut-être oublié des pans de ta question, mais bon, on peut en rediscuter. Oui, Ensuite, puis peut-être qu'on va aussi avoir des questions qui permettront de revenir sur certains points. Alors, je vous propose, il nous reste 20 minutes, je vous propose de démarrer plus directement les échanges que vous souhaitez avoir avec Aude. Alors, je vais commencer par les premières remarques ou questions qui sont apparues sur le chat. Et comme c'est certainement plus sympa et plus clair par ailleurs de donner la parole à ceux qui ont rédigé des choses sur ce chat, je vais commencer dans l'ordre en donnant la parole à Marc Wolf, s'il veut bien, pour le coup, allumer son micro et expliciter peut-être ce qu'il a pu mettre sur le chat à destination de Aude. Oui, dans le dossier et le propos de Aude, je crois qu'on est tenté de distinguer un enjeu immédiat, conjoncturel, notamment autour du choc des prix énergétiques, et la question d'origine posée par Timothée, qui est l'enjeu de long terme. Sur l'enjeu de court terme, il y a la question de savoir si ce choc énergétique va être durable, et nous aurions tendance à souhaiter qu'il le soit en réduisant la rente des pays producteurs de fossiles qui actuellement pèsent sur les prix, mais en la remplaçant par les coûts qui seront inévitables par la transition énergétique. Donc on a dès lors ce choc énergétique qui est de longue durée, première réponse à la question du jour de Timothée, et à ce moment-là, qui est-ce qui l'absorbe dans la valeur ajoutée, les profits ou les salaires? Dans le dossier, on voit bien le débat très politique entre inflation par les salaires et la fameuse boucle, ou inflation par les profits. Et puis dans le propos d'Aude à l'instant, j'entendais, et c'était mes deuxièmes remarques sur le chat, une deuxième façon de répondre à la question du jour. Alteracon et plein d'économistes n'ont cessé d'expliquer qu'il y avait eu depuis 30 ans, depuis la mondialisation sans limite, une pression sur les prix, en particulier les prix de longue série. Si pour des raisons géopolitiques, sociales et de toute nature, on s'oriente, Aude a évoqué Janet Yellen avec son concept de mondialisation entre amis, et donc de réduire cette mondialisation incontrôlée, le transfert de valeur entre les pays dominés et l'Occident diminuera, et donc le facteur de pression sur les prix qui existait depuis 30 ans va disparaître, et on entre à ce moment-là dans un contexte qui est une autre façon de répondre à la question du jour, d'inflation plus durable, ou en tout cas de moindre capacité des productions de grandes séries par l'exploitation du tiers-monde à compenser l'évolution des prix dans le secteur tertiaire, où il n'y a pas les effets de grandes séries. Mille excuses d'avoir été trop long. Merci Marc pour pour cette intervention, ces questions, et puis par ailleurs aussi cette analyse. Je vous propose peut-être d'enchaîner sur plusieurs questions, et puis Aude, peut-être que tu réagisses en un... Voilà. Parce que alors, je sais qu'il y a Brigitte qui a posé des questions et fait des remarques sur le chat, et Brigitte également me fait la remarque qu'un certain Louis a levé la main depuis un moment, mais je ne vois pas les mains. Donc, n'hésitez pas à faire comme Brigitte et à me dire qui a levé la main. Donc, je vous propose Brigitte et puis Louis après. Oui, bonjour. Alors, moi, je voulais intervenir en fait sur ce que j'ai mis là sur le chat, et puis sur un autre élément. C'est l'inflation, elle est tirée, on a l'impression que l'inflation est tirée par les augmentations de l'électricité indexées sur le prix du gaz.
c'est un truc que tout le monde découvre et qui existait déjà. C'était certainement un bon outil de régulation en situation stable, mais on voit que dès qu'il y a un problème, eh ben, ça dérive. Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen de déconnecter ces deux prix? Parce que finalement, les producteurs d'électricité qui n'ont pas forcément, sauf s'ils brûlent des combustibles, des coûts de production qui augmentent, bah, eux, ils se font un pactole énorme. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point sur l'inflation, il me semble avoir entendu quand Bernard Maris était encore de ce monde, qui disait que l'inflation, ce n'était pas un problème à partir du moment où c'était stable, et que ça ne dérivait pas complètement. Alors, est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qui font que ça pourrait devenir un problème, évidemment, si ça prend des proportions énormes? Et il me semblait aussi que c'est pas un problème, c'est que ça permet d'alléger finalement les endettements, puisque la part de remboursement s'affaiblit au fil du temps. Voilà, merci. Alors, Louis, peut-être si la question n'est pas trop longue, et puis Aude, ensuite, tu fais une première salve de réponses. Ça marche. Ah, le micro n'est pas... Oui, ouais, je crois que le micro n'est pas branché, enfin, il n'est pas ouvert. Non, on n'entend pas la question. Toujours pas. Timothée, tu peux l'ouvrir, le micro? Oui, alors attends, je demande la réactivation du son. Normalement, il faut accepter, Louis. Je pense que Louis, on ne t'entend pas. Bon, sinon, je peux commencer à répondre. Voilà, ça doit être bon, là. Voilà. Ah, ben ça y est, c'est bon, c'est bon. Merci, Timothée, de ton aide fondamentale. Hier ou avant-hier, ou il y a 2-3 jours, le ministère des Finances a publié son projet de budget pour l'année prochaine. J'avais 2 questions à ce sujet-là. Une question à relativement court terme. L'inflation n'est pas le seul critère dans l'augmentation du coût de la vie, il y a aussi les salaires. Je n'ai pas vu dans ce projet quelque chose qui modifie, qui pourrait augmenter les salaires en dehors du fait que le patronat n'a qu'à augmenter les salaires. Et j'ai une question à moyen terme relative à ça. On était, il y a quelques années, dans une spirale qu'on avait qualifiée infernale entre les prix et l'inflation. Sur ce même projet de budget, qu'est-ce qui risquerait de faire quelque chose sur cette spirale ou tout au moins de la diminuer? Merci. Alors, une première salve de réponses et puis ensuite on a Marc Santoni et Jérôme Sadier. Donc, oui, j'ai vu qu'il y avait des questions. Alors, pour répondre donc, à la question sur le prix du gaz, et on découvre effectivement, le grand public découvre qu'effectivement c'est le prix du gaz souvent qui détermine le prix de l'électricité, parce que le système électrique fonctionne de la manière suivante. Le gaz est souvent appelé en dernier, et en fait le coût le prix de la dernière énergie qui est injectée sur le réseau détermine ensuite le coût de tout le reste. Donc effectivement, il y a par exemple des producteurs d'énergie renouvelable ou nucléaire ou autres qui ont des revenus selon ce système-là qui sont bien supérieurs à leurs coûts. Est-ce qu'on peut déconnecter les deux prix ? Oui, on peut déconnecter les deux prix. Alors là, je vous invite, dans le prochain dossier d'Alterico, on a fait un dossier justement on a préparé tout un dossier sur l'énergie. Et il y a différents papiers qui reviennent sur la nécessité d'une réforme de la tarification de l'électricité au niveau européen. Donc là, qui peut être un sujet assez pointu. Je vous avoue que je ne suis pas forcément la journaliste la plus calée sur le sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train d'être discuté. Et d'ailleurs, quand on regarde sur la proposition
de la commission de... Alors, ce n'est pas dit taxation des super profits, c'est contribution, je ne sais plus comment ça s'est appelé, mais en tout cas, dans la proposition de la commission sur la taxation des super profits, il y a un volet, donc taxation des profits qui sont supérieurs à la moyenne observée sur les 3 dernières années. Et il y a un deuxième volet qui est celui qui devrait d'ailleurs apporter le plus d'argent et qui devrait participer à réduire l'inflation des prix de l'électricité, c'est justement la volonté d'encadrer comment dire, justement en fait cet écart dont je parlais entre le prix du gaz et les coûts de production des producteurs autres que gaziers. La Commission veut essayer de l'encadrer pour justement que en fait, si le gaz coûte très cher, il ne détermine plus totalement le prix de l'électricité produite par d'autres sources. Voilà, donc sur ça, je vous invite à lire le prochain dossier d'Alter Eco. Il y a plein de choses qui sont beaucoup plus claires et précises là-dessus, mais c'est effectivement un vrai enjeu. Sur le fait que l'inflation ne soit pas forcément grave, effectivement, si elle est stable, et surtout, je dirais, l'inflation n'est pas forcément néfaste, ça dépend de la manière dont elle est gérée. Parce qu'on a vu qu'il y avait l'inflation posait un certain nombre de questions redistributives et à la fois entre ménages et entreprises. Et l'inflation, on peut vivre avec si c'est pas toujours les mêmes qui en payent le prix, je dirais. Et si elle n'augmente pas, si elle reste sous contrôle, là, bon, à la limite, on pourrait dire aujourd'hui que ça reste sous contrôle, dans le sens où là, toutes les prévisions qu'on voit, elles ne tablent pas tout de suite sur une diminution de l'inflation, mais on n'a pas non plus des prévisions d'augmentation à 8, 10, 12% d'inflation. Si je regarde par exemple les dernières prévisions de l'OFCE, on estime qu'en 2024-2025, on serait retourné à 2 et quelques pourcents. Donc, on n'est pas sur une dynamique totalement explosive, exponentielle et incontrôlée. Donc, effectivement, c'est pas forcément gravissime, mais il y a un véritable sujet sur la répartition des coûts de l'inflation. Autre question, sur le budget, effectivement, je n'ai pas vu non plus grand-chose sur les salaires. Alors là, je vous invite aussi à lire Alter Eco, je pense, aujourd'hui, parce que sur le site, on publie un papier, justement, décryptage macro de tous les enjeux liés au budget, qui a été présenté lundi. Donc, je vous invite à regarder pour plus de précision. Et un dernier point a été évoqué dans les remarques de Marc Wolf au début, la question de la boucle prix-salaire et de la boucle prix-profit aussi, dont je n'ai pas eu le temps de parler dans la première partie de ce webinaire. Alors, on voit que finalement, quand on parle de boucle prix-salaire, les salaires n'augmentent pas tant que ça, ils augmentent moins que l'inflation, donc ça vient relativiser complètement le risque lié à cette boucle. Un point rapidement sur la boucle prix-profit qui a été mis en évidence notamment par la NUP. Alors, le taux de marge des entreprises, il a reculé en 2022, tout secteur confondu, après avoir augmenté en 2021. Donc, il n'y a pas de boucle prix-profit généralisée. Une fois qu'on a dit ça, il y a des surprofits dans des secteurs spécifiques. Donc, il faut vraiment aller voir à une échelle plus fine pour les capter. Donc, c'est le cas dans les transports ou l'énergie. Les bénéfices de Total Energy ont considérablement augmenté au premier semestre 2022 par rapport au premier semestre 2021. Ils ont quasiment triplé. Également, les profits, si on regarde du côté des transports de l'armateur CMA-CGM, ont considérablement augmenté, ce qui permet aujourd'hui à l'armateur de se lancer dans toute une série de rachats de médias, de colis privés, une entrée au capital d'Air France, etc. Donc, il y a un vrai enjeu à capter les surprofits dans certains secteurs qui, si on ne le fait pas, participent à alimenter l'inflation et créent des distorsions de concurrence. On le voit avec CMA-CGM, qui est un groupe qui était en très mauvaise santé avant la pandémie et qui, là, profite d'une manne finalement illégitime pour ensuite prendre une place disproportionnée sur un tas de marchés. Donc voilà pour les quelques éléments de réponse aux premières questions. Et je pense qu'on peut en prendre quelques-unes encore avant la fin.
Ouais, il nous reste, on se laisse 5 minutes parce que je pense qu'après les gens qui, les gens qui partent en réunion à 14 heures vont commencer à nous quitter. Marc, peut-être sur le pourquoi finalement l'inflation sur l'énergie, en tout cas, se poursuit. Moi, simplement pour faire des suggestions à l'équipe d'Alteraco sur les travaux des prochaines semaines, les prochains mois et les papiers de l'équipe, sur les surprofits. Je crois que nous aurions intérêt à bien marquer la différence entre les enjeux de rente liés notamment à la question énergétique dont on a beaucoup débattu et les phénomènes d'ajustement de prix qui sont, eux, des phénomènes de marché et les traiter de la même manière avec un discours imbécile sur les surprofits me paraît inapproprié. Traiter la CGA, CGM qui réinvestit derrière et qui avait fait des pertes avant de la même manière que l'énergie me paraît une erreur d'analyse économique et politique. Le deuxième sujet sur la boucle prix-salaire, prix-profit, c'est-à-dire comment ce choc dont Aurélie nous dit, dont l'équipe nous dit que ça va être quand même un choc de long terme pesant sur les prix et sur le partage de la valeur ajoutée. On voit bien l'enjeu, effectivement, pour les salariés, ce qui dément l'imagination qu'on avait, y compris parfois à Altereco, sur lequel finalement l'inflation, c'est une bonne chose parce qu'on évite de payer ses emprunts sur l'immobilier. On voit que les salariés, ils perdent toujours quand il y a de l'inflation. La question de l'inflation sur les profits, c'est de savoir derrière, et Altereco pourrait y travailler, l'usage du profit. Est-ce que c'est un usage d'accumulation? Et s'il n'y a pas d'accumulation, derrière, ce sera de la stagflation et pas d'investissement pour la transition énergétique, ou si c'est du profit de goinfrerie. Et donc là, on est bien dans l'accompagnement politique de la distribution de la valeur ajoutée. Il nous resterait, mais ce sera pour une prochaine séance, à discuter du pilotage par la monnaie, qui était le troisième thème qui a surgi et qu'on n'aura évidemment pas le temps d'évoquer. Je prends note de toutes les suggestions. Merci beaucoup. Marc Santoni, peut-être? Non, c'était deux toutes petites questions un peu mécaniques. L'énergie pas chère disparaît, donc l'énergie prend un prix moyen plus élevé, ça justifie une marge d'inflation, mais une fois que le prix est atteint, pourquoi ça continuera à augmenter? Et donc, est-ce que cette inflation apportée par l'énergie, elle ne devrait pas se stabiliser rapidement? Voilà. Et puis Jérôme, peut-être, Sadier, si tu peux enchaîner sur ta question, comme ça, on laisse royalement 2 minutes à Aude pour répondre. Ah, Jérôme, soit on ne t'entend pas, soit… J'ai vu la question dans le chat. La question, bah alors… Ouais. Bon, ben voilà. Bon. Ah, c'est bon, ok. Non, c'est bon, allez-y, c'est bon. Ok, super. Du coup, sur l'inflation énergie qui a potentiellement vocation à diminuer, en effet, on voit que là, après avoir augmenté en flèche, il y a plutôt on va plutôt arriver à un palier. Ceci étant, ça ne veut pas forcément dire que les prix vont rediminuer beaucoup. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, finalement, sur la dynamique. Les prévisions qu'on a sur l'inflation, elles ne sont pas exponentielles, parce qu'effectivement, les prix de l'énergie vont arriver à un plafond à un moment donné et n'augmenteront pas sans fin. En revanche, ça restera quand même probablement pendant là, ce que prévoient les instituts, c'est au moins jusqu'à 2024 plus élevé que ce qu'on avait avant le choc de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Donc, ça veut dire qu'il y a des coûts pour les entreprises qui ne redescendront pas tout de suite. Donc voilà, je dirais que l'inflation apportée par l'énergie n'a pas vocation à augmenter sans fin. Elle va plutôt se stabiliser, mais pas forcément réduire dans un premier temps. Ensuite, sur le choix la question de Jérôme Sadier sur y a-t-il une fatalité au choix du chômage compte tenu du contexte dans lequel nous sommes,
en fait, ça pose la question finalement là d'un point qu'on n'a pas du tout évoqué, qui est l'action des banques centrales. La Fed aux États-Unis, la Banque centrale américaine, a clairement dit que pour réduire l'inflation, il fallait qu'il y ait plus de chômage. Donc là, les institutions monétaires, en tout cas, et la Fed et la BCE qui a augmenté ses taux, sont clairement sont dans leur logiciel classique qui est finalement de dire pour avoir... là, elles essaient de lutter contre l'inflation en remontant les taux d'intérêt, ce qui est plutôt efficace quand on a une inflation qui est liée à la demande. Donc ça boucle avec la distinction que je faisais au début entre inflation liée à la demande et inflation liée à l'offre. La remontée des taux d'intérêt, ça peut être efficace pour lutter contre l'inflation quand elle est liée à la demande. Quand elle est liée à l'offre, comme aujourd'hui, à des difficultés de production, etc., finalement, là, la politique monétaire qui est conduite par la BCE, elle ne fait que rajouter une contrainte supplémentaire. Et le risque, c'est qu'on finisse par casser l'inflation, mais effectivement avec des conséquences sociales assez fortes, une hausse du chômage, etc. Donc voilà pour cette petit aperçu des questions monétaires qu'on n'avait pas abordées. Il y a un vrai sujet à suivre là-dessus, et il y a une question, se pose la question de savoir si finalement là les institutions monétaires n'organisent pas une récession qui aurait des conséquences sociales dramatiques. Merci beaucoup, Aude. Pardon, je coupe mon téléphone parce que... Tout ça aurait pu être plus développé, évidemment, hein, mais je vous invite à aller lire Alter Eco sur les différents sujets. Je vous ai donné quelques références, notamment là, il y aura un éclairage sur le budget, sur les prix de l'énergie, il y a un dossier complet à suivre, donc ça permettra de compléter. Puis n'hésitez pas à nous solliciter directement aussi, nous, journalistes. Le sujet est tellement large que... C'est vrai qu'on avait, quand on l'a préparé, on avait évoqué aussi la question des leviers monétaires, budgétaires, etc. Mais c'est vrai que le sujet est très large. Merci déjà, Aude, d'avoir réussi à le balayer aussi bien en aussi peu de temps. Merci aussi, moi je le redis, pour ce dossier sur Alter Eco que j'ai vraiment trouvé passionnant. Et puis, merci à tous les participants d'avoir été encore plus nombreux que la fois précédente. On voit à quel point aussi le sujet intéresse. Et puis, Timothée, je ne sais pas si tu veux dire un mot supplémentaire, mais quant à moi, tout ce que je peux vous dire, c'est rendez-vous la prochaine fois. La prochaine fois étant à définir, mais en tout cas, il y aura quelque chose le mois prochain. Voilà, il faut qu'on en parle. Mais il y aura évidemment, on va essayer de faire un webinaire comme ça chaque mois. Merci beaucoup à Aurélie aussi pour l'animation, toujours super. Et merci à Aude aussi de s'être prêtée au jeu. Voilà, c'est évidemment super intéressant, hein. Notre idée, c'est vraiment de développer ce lien entre la rédaction et ses lecteurs pour approfondir un peu et échanger autour des articles, des papiers, des dossiers qui sont produits. Donc, on va poursuivre. Je pense que là, ça a témoigné encore du fait que ça se passait très bien et que ça intéressait de plus en plus de monde. On teste des créneaux aussi. On voit qu'au milieu de la journée, ça réagit mieux qu'en fin de journée. Voilà. Donc, il y a plus de monde. Donc, c'est très bien. Et puis, on mettra ça aussi sur YouTube. Hein. Donc, ceux qui ont besoin de revoir des passages ou qui veulent diffuser, n'hésitez pas. Ça sera fait dans les prochains jours. Donc, merci encore à toutes et tous de votre participation. Merci à Aude vraiment d'avoir participé à ce moment, à ce temps d'échange. Hein, c'est super. Merci pour l'organisation et merci à tous. Merci pour vos questions et votre intérêt. Avec plaisir, merci. Et merci à Marianne là, qui se cache, mais qui nous aide toujours pour organiser tous ces aspects. Voilà, d'Alter Eco. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. bientôt. À bientôt. Bonne journée. À tout le monde. Au revoir.